Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle Gazette du Mercato, la deuxième gazette de cet été. Et on va discuter des dernières rumeurs qui sont évoquées pour l'AS Monaco avec Rome. Salut Rome. Salut Damien. Et on va donc faire un petit point d'abord sur le groupe présent en Pologne, parce qu'il y a quelques enseignements à en tirer. On va également évoquer aussi la connexion allemande entre Kovac, Mitchell et les rumeurs qui ont été évoquées plus récemment. Et puis ensuite, on finira par évoquer celles qui sont un petit peu hors de cette connexion allemande. Simakan, Mohamed Simakan ou Simakan, je sais pas comment il faut le... Je sais pas non plus. Voilà, c'est bon signe. On va en parler donc, rassurez-vous, spécialistes nous sommes. Donc on va parler un petit peu de tout ça, mais la première chose, Rome, premier enseignement aussi, c'est que il y a pas, ça n'a pas beaucoup avancé. On le sait, le marché est fermé, mais tandis que Nice officialise Ronny Lopez, ton avis d'ailleurs, nous on n'officialise pas grand-chose. Ouais, c'est surtout ça en fait. L'enseignement, c'est que ça bouge pas. L'enseignement, c'est qu'il y a des rumeurs. Certaines peuvent faire plaisir, d'autres moins. On va en parler. Il y a quand même, comme tu l'as dit, beaucoup de pistes qui viennent d'Allemagne, beaucoup aussi de noms croates qui ressortent de ci, de là. Donc encore une fois, certaines peuvent paraître alléchantes, d'autres beaucoup moins. Mais au bout du bout, il se passe pas grand-chose, quoi. En tout cas, dans le sens des arrivées, il se passe vraiment rien. Et même dans le sens des départs, il y a rien d'officialisé, même si... Et pour en revenir au groupe qui est parti en Pologne, on peut penser que la plupart des joueurs qui sont restés à Monaco, à l'exception peut-être d'un Jovetic, parce que lui c'est cause blessure, on peut penser que c'est des joueurs dont on a envie de se débarrasser. Alors Glick, ça semble quand même en prendre bien le chemin, mais on attend toujours que ça soit... j'avais l'impression il y a 2 jours que c'était fait, qu'il passait sa visite médicale. Ouais, c'était le cas, ouais. On en a parlé ça fait 15 jours maintenant, dans la première gazette avec Adrien. C'est vrai qu'on attendait une officialisation assez proche, assez rapide. On a vu, tu en parles, ces images ou cette vidéo où il se rendait dans une villa en Italie pour justement, certainement signer peut-être ou alors passer une visite médicale, je sais pas exactement. On l'a vu, on a vu une photo également de lui au stade, donc avec les dirigeants du Benevento. Oui. Donc c'est très clairement, il n'y a pas encore d'officialisation. Est-ce que les clubs ne sont pas encore totalement arrangés sur les tout derniers détails, même si la somme est plus ou moins déjà connue depuis un moment, autour des 3 millions d'euros. Il y a peut-être des détails qui ne sont pas encore totalement réglés peut-être. Mais bon, voilà. Glick a dit, je suis très content, l'Italie ça m'avait manqué, il est content de revenir, c'est ce qu'il avait déclaré en italien. Bon voilà, très clairement, il n'y a pas beaucoup de suspense à ce sujet-là. Je pense qu'on peut considérer qu'il ne fait plus partie de l'effectif, même si à ce jour c'est pas encore, c'est pas encore officiel. Donc tant que c'est pas officiel, attention, tu sais pas ce qui peut se passer. Mais ça sent bien la 3e gazette pour enfin entériner la décision. 3 gazettes. Dis donc, ça traîne. Là où c'est plus difficile de savoir, en tout cas, on peut le supposer. On parle aussi d'un retour en Italie. Ce serait pour Keita Baldé, Rome. Pareil, il n'est pas dans le groupe. Soi-disant, c'est pour travailler physiquement, parce que c'est vrai que, alors, toi, ton avis en tant que coach, en plus, ça m'intéresse, mais j'ai quand même l'impression qu'il a pris vachement. Alors, je sais pas si c'est du muscle ou si c'est autre chose, mais on dirait que pendant le confinement il a un peu pris de volume, quoi.
il semble avoir pris du volume, oui, sur les rares images qu'on a eues de lui et lors de sa prestation également lors du dernier match amical. Pas trop d'enseignements à tirer dessus. Pour le coup, Baldé, il a une vraie valeur marchande, je pense, encore. Donc ça pourrait être intéressant de le vendre si derrière on prend un potentiel plus intéressant. Après, je me rappelle que lors de la Gazette, on était globalement tous plutôt d'avis de le garder comme doublure, comme super sub qui peut un peu évoluer un peu partout dans l'axe ou sur les différents côtés de l'attaque. Voilà, on n'a pas les raisons réelles. Est-ce que c'est réellement un problème physique ou est-ce que c'est parce que Kovac ne compte pas forcément sur lui? On n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, c'est rarement bon signe globalement quand même quand tu es mis à l'écart d'un groupe, hors blessure évidemment. J'ai quand même envie de penser que un départ est plus ou moins dans les papiers. Alors, on évoquait principalement le Milan AC. Oui. Je t'avoue que je suis un peu déçu parce que je sais pas quelle est la volonté du joueur à ce propos. Est-ce qu'il a l'air de privilégier un départ lui-même? Mais je t'avoue que si c'était le cas, enfin si le joueur était vraiment à l'origine de cette demande, je serais un peu déçu parce que on a vu justement l'an dernier un Baldé beaucoup plus, vraiment différent par rapport à son premier passage. Quelqu'un qui a vraiment été beaucoup plus volontaire, beaucoup plus investi même. Oui. On espérait que cette année, il aurait peut-être justement un peu plus de temps de jeu, un peu plus sa chance aussi, et qu'il allait être un peu dans cette lancée. Et je t'avoue que si jamais la volonté du joueur était aussi un départ, je serais un petit peu déçu de son attitude, si je puis dire, parce que j'aurais aimé le voir un peu persévérer, même si je suis pas non plus un très grand fan du joueur, je manquerai jamais de le rappeler, mais ne serait-ce que voilà, dans l'attitude qu'il avait affichée, j'espérais peut-être autre chose de sa part. Oui, c'est vrai qu'il semblait beaucoup plus en phase avec l'équipe, avec le club l'année dernière, mais même actuellement, il est très très actif sur les différents réseaux. Il participe beaucoup, il répond beaucoup. Même dont aux supporters monégasques, je suis pas sûr qu'il ait forcément envie de partir. Après, peut-être qu'aussi de l'autre côté, on lui montre pas beaucoup d'intérêt et d'attachement. Encore une fois, on ne sait pas officiellement pourquoi il n'est pas en Pologne. Mais si on part du postulat que c'est parce que Kovac ne compte pas trop sur lui, après c'est normal que le joueur se dise, du coup moi aussi j'ai envie de partir, quoi. Ouais, et puis, donc tu parlais de la valeur marchande. Je voulais justement réagir parce que c'était aussi un des arguments que j'avais pu avancer dans le Fantasy Mercato sur Baldé, c'est-à-dire de le garder, d'espérer, on va dire, profiter d'une dynamique sur son cas personnel pour qu'il réalise une saison un peu plus pleine. En tout cas, voilà, statistiquement, je pense que il y aura quand même des chiffres tout à fait corrects au bout du compte, parce que clairement, au niveau statistique, il rentre bien dans les cases, pour aussi espérer retrouver une valeur marchande un peu plus intéressante, parce que cette valeur marchande, je ne sais pas à combien elle est estimée aujourd'hui, ou en tout cas à combien ça pourrait se valoir, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même investi 30 millions d'euros sur lui, ce qui est quand même une somme assez colossale, et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on soit en mesure de les retrouver. Non, très honnêtement, je pense pas non plus. Je pense qu'on serait plutôt aux alentours des 20-25 millions au mieux. Mais après, c'est logique aussi. Mais après, est-ce que le garder une saison de plus lui permettrait vraiment d'être valorisé ? Il n'y a pas l'Europe. Et il faut quand même être de bonne foi. Globalement, c'est les prestations en Coupe d'Europe qui font qu'un joueur... ou en Coupe du Monde, quand il y a Coupe du Monde. Mais là, en l'occurrence, l'année prochaine, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Et comme l'Euro ne le concerne pas, du coup, il ne sera pas concerné. Donc, sans Europe, est-ce que le fait de le voir briller en Ligue 1... Oui, mais il faudrait vraiment qu'il brille très très fortement, mais je suis pas convaincu que ça soit un joueur capable réellement de faire ça, et encore une fois en Ligue 1, donc assez peu vu. Je pense que sa valeur actuelle n'est pas trop basse encore, elle est à 20-25, donc il y aura forcément une petite perte dans l'affaire, mais ça peut être un bon mouvement, je pense, malgré tout, si on réinvestit derrière intelligemment ces 20-25 millions, à savoir pas sur un énième mec de 20 ans. Ouais.
On a également, donc, parmi les absents, Gemerson, qui les entraîneurs passent. Lui, il est toujours. Sa situation est toujours la même. C'est pas la même valeur marchande. Ah non, là, je pense que là, c'est même cadeau, c'est gratos. Gemerson qui donc est certainement invité à trouver un nouveau club. On a évoqué la piste du Sporting Portugal pour lui. Donc c'était le Diario Record, donc un journal portugais. À voir. On a également un autre joueur brésilien, c'est Jorge. Oui. Alors lui, la situation est très claire. Il n'a plus la tête à Monaco. Son agent a dit, il veut partir. Là au moins, on est très clair sur ça, quoi. Ouais, on est très clair, et puis on est très heureux aussi, que ça soit pour Gemerson ou pour Jorge, de toute façon, particulièrement pour Gemerson, mais Jorge aussi, l'extrême majorité des supporters monégasques veulent que ces deux joueurs quittent le club. Donc on attend, encore une fois, on attend. Mais Jorge, pour le coup, il y a peut-être moyen d'avoir un petit chèque. Gemerson, si c'est 1 million d'euros, et puis voilà, quoi. Sinon, de toute façon, si Gemerson reste, il va passer 1 an à faire banquette, et ça sera pas non plus une bonne solution pour le joueur. Donc autant qu'il arrive à trouver un club, si c'est au Portugal, au Brésil, en Italie, là où il veut, je m'en fous. Il faut qu'il parte, et c'est pareil pour Jorge, même si pour Jorge, il y a un autre, même si très clairement je ne le veux pas, mais il y a quand même toujours un problème à son poste, au poste de latéral gauche, donc il faudra recruter dans tous les cas. Même si on a beaucoup de monde, mais en fait, il n'y en a pas un vraiment qui crève l'écran. Ouais. Crève les ballons. Et Arthur Zagré nous dit qu'il a passé le confinement à jouer au foot dans son salon, ce qui a 2 doigts de nous faire dire que c'est un joueur de salon. En tout cas, de ce qu'on a vu, on n'est pas loin de le penser. On a d'autres joueurs. Alors, comme Baldé, on a Id Benasser qui lui aussi doit se remettre physiquement. C'est pourquoi ça m'étonne pas, je ne sais pas. En tout cas, il est clair qu'il fait partie des indésirables aussi. Il n'est pas en Pologne, donc. On a un autre. Plus évident, oui, que c'est un indésirable. Effectivement. On a également, alors, pour parler de Anton Mitriushkin, c'est donc le gardien qui a été testé par la SN, qui a été mis à l'essai récemment. On a un petit doute sur le pourquoi du comment il n'est pas resté. Il y a 2 versions qui semblent un petit peu s'affronter. Une que le club n'a pas souhaité le garder, et l'autre que le joueur a vu la situation actuelle à l'ASM, peut-être le changement de coach, tout ça. Donc c'est lui qui a préféré partir de lui-même. Voilà, c'était. On recherche toujours un 3e gardien en tout cas. Oui, voilà, mais je pense que c'est un mix des deux. C'est un gardien jeune. Je pense qu'il n'a pas particulièrement envie d'être 3e gardien, et que très clairement, il a compris très tôt que ça allait être le cas, que Lecomte et Majewski allaient être les gardiens 1 et 2. En tout cas, pour le moment, dans cet ordre-là. Donc il a aucun intérêt, lui en tout cas, il pense qu'il n'a aucun intérêt à être gardien numéro 3 chez nous, ce qui est complètement compréhensible. Et d'un autre côté, Monaco a certainement pas particulièrement envie de le garder. C'était qu'un essai. Je vois d'ailleurs pas forcément l'intérêt de l'avoir mis à l'essai, à moins que vraiment il se soit rendu compte qu'en fait on avait potentiellement un énorme potentiel et un énorme prospect, ce qui semble quand même être le cas, parce qu'on en parlait un petit peu de ce gardien depuis quelques temps. Parce que si on se rappelle, en plus de la conférence de presse, il voulait quand même un 3e gardien qui soit assez compétitif aussi, quoi. Donc est-ce qu'il voulait de mettre les 3 gardiens en concurrence, c'est beaucoup, c'est vrai. À moins qu'il soit ouvert au changement dans la hiérarchie, quoi. Pour moi, le mieux pour un 3e gardien, c'est soit t'as un mec à la Sédoussi, voilà, et qui est particulier, mais qui fera jamais la gueule de jamais jouer, et qui sera toujours de bonne humeur. Soit tu prends un gardien type celui que tu proposais toi lors de ton de ton mercato, à savoir un gardien avec beaucoup d'expérience qui viendrait pour prendre une petite dernière année de contrat au soleil et former, entre guillemets, nos gardiens jeunes, même si Lecomte n'est plus un gardien jeune. Ouais, c'est vrai qu'il est 29 ans, quoi, je crois. Il commence quand même à avoir un peu de bouteille. Un petit De Sanctis pour faire plaisir à Adrien, par exemple. Le problème avec De Sanctis, c'était de l'avoir comme 2e gardien. C'était pas de l'avoir dans l'effectif. Ouais, c'est ça, ouais. On a 2 joueurs blessés. Tu parlais de Fabregas tout à l'heure, de Jovetic, pardon. On peut rajouter Fabregas qui est aussi dans les blessés.
et qui semble ne plus être désiré aujourd'hui, que ce soit Jovetic ou Fabregas, justement, tu en parlais. Oui. Sauf que eux, visiblement, ils veulent bien s'accrocher au rocher de la Turbie, de Monaco, pardon. Ils y tiennent, hein, ils ont les conditions de vie, le salaire, tout ça, c'est intéressant, Monaco, pour ça. Ils n'ont pas envie de partir malgré un intérêt de Algarafa pour Fabregas. Voilà. Enfin, un intérêt blessé, potentiel, mais plus désiré. Est-ce que c'est réel? Oui, bah après, je pense que les deux cas sont différents. Moi, Jovetic, c'est pas un problème de terrain. Jovetic, quand on le voit, il est quand même bon. Tu sens que c'est un joueur qui peut être très intéressant. Après, il faut voir comment Kovac veut jouer, dans quel schéma de jeu. Il est clairement pas fait pour toutes les dispositions tactiques. Donc, c'est pas forcément un joueur qui lui serait utile. Mais je pense que quand il est à 100%, et c'est bien là où le bas blesse, c'est que malheureusement, il est rarement à 100%, même s'il faut aussi reconnaître que, au final, sur la fin d'année, entre guillemets, vu qu'il n'y a pas eu vraiment de fin de saison, mais en tout cas, il avait quand même plutôt enchaîné des matchs, ce qui était une grande première pour lui chez nous, et c'était plutôt pas mal. Fabregas, lui, pour le coup, le vrai problème, c'est qu'il peut plus aligner un match de 90 minutes à haute intensité, c'est impossible pour lui. Il est plus que l'ombre de lui-même, et très clairement, lui, je pense que sa seule voie de sortie, c'est soit la piste Qatar, soit la piste États-Unis potentiellement. Mais lui, par contre, il a aucune chance de se faire recruter par un autre type de club. En plus, avec le salaire qu'il gagne et qu'il aimerait forcément conserver. Donc plus compliqué, je pense, de vendre Fabregas, mais d'un autre côté, plus prioritaire. Moi, Jovetic, si on le garde, honnêtement, ça me poserait pas de problème. Fabregas, un peu plus. Ouais. Et en tout cas, par rapport aussi à Kovac, sa méthode, sa volonté de vraiment suer les joueurs, si je puis dire, en tout cas physiquement d'être très au point, de beaucoup courir. Oui, clairement, des joueurs fragiles comme ça, c'est pas forcément peut-être ceux qui l'espèrent. Donc oui, je pense que peut-être que des mecs comme ça, il a vite envie de s'en débarrasser aussi. Ouais, encore une fois, je pense que j'ai cru comprendre que le problème, c'est qu'il peut se blesser. Je pense qu'il peut tenir des matchs à haute intensité. Le problème, c'est combien. Fabregas, on sait, il peut plus, c'est terminé, c'est fini. Donc lui, il y a même pas de question. Et puis c'est pas le même poste en plus. J'avais quand même cru comprendre que certains, qui vous auraient eu tendance un peu à être là, la douce, ça allait changer. Et c'est vrai que les deux étaient un peu visés quand même dans le viseur. Il y a un autre cas dont on va parler avant de passer à la partie suivante. Oui. Il n'est pas en Pologne, et c'est tout à fait logique, puisqu'il vient juste de finir la saison avec Everton. C'est Djibril Sidibé qui a envoyé son CV, sa lettre de motivation au PSG quand même. Qui ne tente rien à rien. Effectivement. Hein, c'est pas comme si c'était leur point fort au PSG, le poste de latéral droit. Mais en tout cas, il n'a pas donné suffisamment envie aux dirigeants d'Everton de lever l'option d'achat fixée à 14 millions d'euros. Donc il revient à Monaco. Il va prendre quelques jours de vacances, évidemment. Mais voilà, quid du cas Sidibé pour l'ASM. Un départ aujourd'hui, les prétendants sont peut-être pas, se bousculent peut-être pas au portillon. Nous, Aguilar semble être le titulaire, mais est-ce qu'il y aurait une concurrence éventuellement à mettre en place, ou est-ce que devant le faible nombre de prétendants, ou en tout cas au niveau à gauche, est-ce qu'un Sidibé à gauche pourrait être une option? Ouais, non mais enfin moi tu sais, moi Sidibé j'ai toujours plutôt apprécié le joueur, et je trouve que au final ce que lui a fait, alors évidemment il y a pas eu que du bon, hein, mais par rapport à ce qu'on a eu d'autres à sa place sur les dernières années, c'est quand même le meilleur, quoi. C'est meilleur qu'Aguilar, c'est meilleur que qui vous voulez, hein. Le problème c'est que si lui très clairement veut partir, il faut qu'il parte. Après, il va falloir réussir à le vendre. Il a quand même une petite valeur marchande malgré tout, même s'il reste sur des saisons un peu compliquées. Après, j'étais surpris qu'Everton ne le garde pas. En 22, hein. Ouais, mais j'étais surpris, moi, qu'Everton ne le conserve pas, parce que, en tout cas, il avait commencé à jouer un peu plus, à faire quelques stats. Après, oui, il y a toujours 2-3 vidéos qui tournent là, sur les réseaux où tu le sens un petit peu perdu sur le terrain. Oui, bon, c'est Djibril Sidibé, hein, il est pas non plus... et il va pas se réinventer.
Mais c'est quand même un joueur que moi j'aimais beaucoup. Mais à partir du moment où un joueur veut partir, il faut le laisser partir. Surtout qu'en plus, des saisons, il en a fait chez nous. Hein. À Everton, il a joué quoi, une quinzaine de matchs, je crois. Il n'a pas été titulaire immédiatement, mais ensuite c'est ça. Et puis il a enchaîné entre la 10e et 20e journée, à peu près, il était assez titulaire. Par contre, depuis le retour depuis la reprise post-confinement, il a plus du tout joué. Il est resté sur le banc. Donc bon, à voir. C'est très clairement hors des plans du coach, et puis, mais ça peut se comprendre. Mais pourtant, moi, de ce que j'avais cru entendre, c'est justement le fait qu'il ait enchaîné tous ses matchs, les prestations étaient plutôt correctes. On pouvait croire à ce moment-là qu'Everton allait lever l'option. Au final, il n'en est rien. C'est dommage, parce que ça aurait été une bonne nouvelle pour nous et pour lui. Bon, j'espère qu'on arrivera quand même à lui trouver un club, parce que conserver un joueur, en plus pour ne pas le mettre à son poste, contre sa volonté déjà d'être dans ce club-là, en plus pas à son poste, non, ça serait perdant pour tout le monde, un tel mouvement. On passe maintenant à la German Connection, Deutsche Connection. Je sais pas comment tu vas l'appeler, mais depuis l'arrivée de Mitchell, forcément, il y a eu déjà un peu plus de pistes sur le réseau, on va dire, Red Bull, et depuis l'arrivée de Kovac, alors là, on s'en donne à cœur joie. Beaucoup de rumeurs. J'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup plus sur de la rumeur d'agents, journalistes. Enfin, voilà. Je suis pas certain que ce soit très très concret. Il y a notamment 2 rumeurs qui ont été évoquées par Bild. C'est celle de Götze, mais bon, il faut bien le mettre quelque part puisqu'il est libre de tout contrat. Et également celle de Marius Wolf. Alors là, c'est intéressant puisque le joueur appartient au Borussia. Il était prêté au Hertha Berlin. Oui. Mais c'est un ancien joueur surtout de Francfort sous Kovac, par exemple. Oui, voilà, il fait partie de ces nombreuses pistes. Après, si je dis pas de bêtises, il joue sur le côté droit. Milieu droit, ouais. Bon, bref, mais en tout cas, ça semble, oui, voilà, ça fait partie des nombreuses pistes. Pour le coup, celle-là, elle fait partie des pistes pas très hypantes, pas très bandantes même, on pourrait dire. Voilà, à Dortmund, au final, il a fait une saison, mais après derrière, comme tu l'as dit, il a été prêté à Berlin, donc. Visiblement Berlin n'en est pas non plus forcément très satisfait. Voilà, c'est ce que je disais en préambule de l'émission. Voilà, lui fait partie de ces rumeurs qui sont pas très 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 alléchantes. Et pour revenir à Götze, il y a 4 ans, oui. Götze maintenant, non. Ou alors si vous voulez avoir un nouveau Fabregas, parce que si on se débarrasse de Fabregas, puis si c'est pour récupérer le même, ça sert à rien. Donc non, Götze surtout pas. On a eu également, alors c'est pareil, c'est des petits bruits qui sont passés par là, pareil, d'anciens joueurs encore de Kovac en attaque. On a donc sans doute un des plus importants, en tout cas des noms un peu plus importants qui ont circulé, c'est celui de Jovic, donc qui est au Real Madrid depuis l'année dernière. Qui a fait une grosse saison. Oui, très grosse saison. Il a beaucoup joué. Un gros confinement aussi. Ouais, un confinement de septembre à juin pour lui. Ouais, voilà. Donc, clairement. Non, mais c'est lui qui avait eu des problèmes aussi, qui s'était barré et tout. Oui, il avait eu des petits soucis parce qu'il n'était pas resté confiné. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, ça c'est la faute à pas de chance, comme dirait l'autre. Mais bon, ouais. En tout cas, ça confirmerait aussi un peu le caractère un peu léger du mec. C'est vrai que quand on en parlait pour l'émission Kovac du club Mounehou, on avait déjà pointé, enfin Polo de RMC avait déjà pointé le caractère de ce mec-là. C'était pas le seul, on parlait de Marius Wolf aussi, caractère un peu particulier là aussi. Bon. En tout cas, c'est vrai que là, encore une fois, on voit des joueurs un peu en difficulté dans leur club. Donc forcément, potentiel transfert. Et quoi de mieux que de se faire mousser un petit peu avec
avec un retour là où ça a bien marché, en tout cas avec un coach avec qui ça a bien marché, quoi. Très clairement, on voit un petit peu on voit le schéma se dessiner de manière très 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 claire, quoi. Ouais, c'est ça, bah oui, parce qu'au final, Jovic, certes, ça a complètement raté cette année au Real, mais le Real, faut quand même se rappeler, c'était un gros pari qu'ils faisaient, hein. Ils ont mis quand même beaucoup d'argent sur un joueur qui avait assez peu, au final, de réelle certitude. Il avait fait une bonne saison avec Francfort, voilà, là, j'ai les stats, il avait marqué 17 buts et délivré 5 passes décisives en 32 rencontres. Donc c'était un joueur avec un peu de hype. Francfort, on en avait pas mal entendu parler parce que il y avait eu des bonnes choses. Au final, bon, il a pas réussi à s'imposer au Real Madrid. J'ai envie de te dire, c'est pas le premier, c'est pas le dernier non plus. Ça veut pas dire qu'il ne s'y imposera pas d'ici quelques années, mais en tout cas, c'est un joueur sur lequel on a assez peu quand même de données. Et est-ce que réellement c'était peut-être un joueur d'une saison, quoi? C'est peut-être un joueur qui a flambé sur un an. Après, est-ce que ça vaut le coup de l'essayer si on peut l'avoir en prêt avec ou sans option d'achat? Plutôt sans, j'ai envie de dire. Quand t'appartiens au Real Madrid, ça paraît compliqué. Ça, justement, c'est un truc qui me gêne un peu aussi, c'est que je vois beaucoup de gros noms, entre guillemets, un petit peu comme celui-ci. Enfin, gros noms, entre guillemets, enfin en tout cas de joueurs un peu plus confirmés que d'autres. Mais on parle pas de transfert définitif, on parle uniquement de prêt, et ça c'est quelque chose qui m'embête parce qu'au final on l'a vu l'an dernier aussi, Bakayoko, Silva, Slimani, c'est des prêts, c'est-à-dire qu'en fait tu construis pas vraiment non plus sur la durée, tu es sur une saison et puis ensuite on verra bien, et ça du coup ça m'embête beaucoup honnêtement. Oui, bah après il faut qu'il y ait des options. Il y avait des options mais après Bakayoko dès le début on se doutait qu'elle serait trop forte, à moins de se qualifier. C'était Voilà, sur Slimani, pour le coup, elle aurait pu être levée, ça n'a pas été le cas. Bon, mais j'attends à partir du moment où même le transfert de Slimani au 29 septembre. Oui, c'est pas non un plus, peu à la façon de Adrien Silva l'an dernier, tu sais, au dernier moment. C'est pas non plus impossible, mais ouais, je pense que prêt sans option, très clairement, ça n'a que très peu d'intérêt. S'il y a des options, là, ça devient un petit peu plus intéressant. C'est comme ça qu'on a eu des mecs comme Fabinho ou comme Bernardo Silva, hein. À la base, c'était des prêts qui ont même été renouvelés. Fabinho, il a été prêté au moins 2 ans. C'est ça. Donc, après, je suis d'accord. Prêt sans option d'achat ou avec une option d'achat complètement délirante, un peu comme Bakayoko, au final, ça équivaut à dire prêt sans option d'achat, quoi. C'est ça. Et enfin, on a eu aussi Sébastien Haller, donc le joueur français qui évolue à West Ham. Il s'est exprimé sur Kovac récemment dans l'équipe. C'est vrai qu'il avait l'air d'avoir gardé un assez bon souvenir. En tout cas, il en a parlé de manière assez positive. Maintenant, il est effectivement un peu en difficulté en Angleterre, si c'est même plus qu'un peu, mais les Anglais l'ont quand même payé assez cher, et voilà, je pense pas qu'ils accepteront de le brader non plus, mais c'était pareil, une petite piste évoquée. Et la dernière, Rome, qu'on pourra évoquer, c'est celle qui mène directement à Amadou Edara, qui joue donc, là on est plus sur une piste Mitchell, qui évolue à Leipzig, donc c'est le milieu de terrain malien, qui apparemment serait quand même à un prix assez élevé aussi, quoi. Prix assez élevé. Après, pour le coup, c'est un profil déjà que m'intéresse un peu plus. Le milieu de terrain, on sait que c'est là où on a les plus grosses lacunes, hein. Enfin, tout le monde a vu avec la défense. Tout le monde a vu le groupe en Pologne. Patrice là a fait son petit sondage habituel, son petit sondage hebdomadaire, et globalement c'est vrai qu'il est ressorti assez clairement que les gardiens de but dans un premier temps, et que l'attaque, alors évidemment c'est grandement lié à Ben Yedder, mais bon, c'est déjà bien d'avoir ne serait-ce qu'un grand nom par ligne. Oui, ça, mais qui est voilà. Le Bayern se renseigne sur Ben Yedder d'ailleurs, apparemment. Oui, mais bon, bref, voilà. Ouais, mais bon, le Bayern, il joue à un attaquant, et Lewandowski, tu m'expliques comment tu l'enlèves, hein. Après, voilà. Mais donc oui, déjà, ça me plaît un petit peu plus, mais voilà, on est encore dans de la pure rumeur. Pour moi, t'en as oublié un autre quand même. On a beaucoup parlé de Philippe Kostic aussi, hein. Également piste Francfort,
qui lui est toujours à Francfort pour le coup, et qui enchaîne pour le coup les saisons plutôt correctes, serbes, donc comme Jovic, donc c'est pour ça que la double rumeur était tombée en même temps. Pour le coup, ça faisait partie des rumeurs qui étaient plutôt sympathiques sur le papier, ailier gauche en plus, voire latéral gauche. Donc potentiellement à un endroit où on a clairement besoin de monde parce qu'on a pour ainsi dire personne, surtout si Baldé s'en va à un potentiel poste d'ailier gauche. Donc pour le coup la piste était assez intéressante, joueur de 27 ans, donc enfin un joueur qui n'a pas 20 ans et à qui on doit tout apprendre. Donc pour le coup moi cette piste là en tout cas sur la forme, je la trouve assez intéressant. C'est le type de joueur moi qui m'intéresse. Après lui ou un autre, j'en sais rien, mais il a plein de choses dans son CV qui me font aimer en tout cas ce genre de piste. D'accord. On a également, alors c'est pas une piste allemande, mais là plus croate puisque c'est un international. C'est Vida qui est à Beşiktaş. Donc là on est sur un défenseur central, mais qui connaît aussi évidemment bien Kovac. C'est Glick 2. On a le. Ouais. Surtout qu'il a quand même déjà 31 ans, donc on est en train de vendre Glick qui en a 32 ou 33, il me semble. C'est du pareil. Ouais, oui, non, mais après Glick, il y a une question d'âge, mais il y a aussi une question que ça fait quand même il a passé 4 saisons au club. Il y a un turnover. Moi, prendre un mec de 31 ans, ça me dérange pas du tout, hein, surtout à ce poste défensif. Après, c'est sûr que c'est pas les joueurs sur lesquels tu peux potentiellement faire une plus-value à la revente. Après, ce qui me dérange un peu plus, c'est le joueur en tant que tel, quoi. C'est pas extraordinaire. Après, on en parlait entre nous en rigolant. Boris qui disait, j'espère qu'on va pas nous avoir une rumeur Lovren, et je disais Lovren là il vient de signer, alors je sais plus où il a signé, mais je crois qu'il a signé quelque part en Turquie, je vais peut-être dire une connerie, mais en tout cas il a signé quelque part. Oui, je pensais, c'est possible, oui. Mais il reste Vida ou Corluka. Bon, voilà, on a eu la piste Vida. Après, il faut pas oublier qu'on l'avait déjà eu, cette rumeur, il y a 2 ans, après la Coupe du Monde. Il avait fait plutôt une bonne Coupe du Monde, en plus. Il faut l'avouer. Après, dans une équipe qui va en finale, titulaire indiscutable. Donc, il avait plutôt brillé à cette Coupe du Monde. Et à l'époque, il y avait eu des petites rumeurs sur lui, un peu à l'instar d'un Glick qui avait brillé à l'Euro 2016, sauf qu'on l'avait signé avant qu'il fasse l'Euro et non pas après. C'était l'époque où on faisait des mercatos au bon moment et qu'on n'attendait pas une semaine avant le début de la compétition. Mais non, Vida, non. Voilà. Justement, là, quand tu parlais de Vida, des rumeurs qui reviennent, finalement, c'est assez drôle parce que on a toujours les mêmes. C'est le FC prise de renseignement, soi-disant, William Carvalho, pareil, qui est revenu. Non mais c'est chaque année, c'est le rituel. C'est marrant, mais ça va être, c'est vraiment l'agent qui pousse au cul derrière pour. Il essaie d'activer tout ce qu'il peut, mais bon, visiblement, ça marche jamais, quoi. Ouais, il a même été à annoncer, mais plus ou moins évoqué pour Rennes. Mais ça a été directement balayé par Olvec. Mais donc oui, voilà, il fait partie de ces joueurs qui sont tous les ans annoncés chez nous depuis 4-5 saisons maintenant, et qui ne viendra certainement jamais, parce qu'au bout d'un moment, c'était certainement une bonne idée de l'avoir il y a 4-5 ans. Mais il s'est passé 4-5 ans quand même, donc. Ouais, et puis en 4-5 ans sans que personne le prenne, finalement. Ouais, voilà, sans que personne le prenne non plus. Après, c'est un poste où on a besoin de quelqu'un, potentiellement dans son registre. Mais non, Carvalho, je crois qu'on a tous compris qu'il viendra jamais, quoi. C'est sûr. On attend aussi la rumeur João Mario, des choses comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est les petites, ça arrivera un moment. C'est les petites pistes habituelles. En plus, des Carvalho, c'est fabuleux, c'est que ça bouge jamais, quoi. Des Carvalho, on en a déjà eu 2. Il y a eu une super pioche et puis un joueur bizarre sur son aile gauche. Donc ça en ferait un 3e, jamais 203. Voilà, c'est le seul truc que je vois. Voilà, donc là c'est un petit peu le tour d'horizon de ces rumeurs liées principalement à Kovac et à Mitchell. Je me demande quand même si peut-être,
c'est tout à fait une supposition. Je pense que la première piste, c'est que d'abord, c'est les agents et médias qui relaient des infos permettant de rattacher des joueurs à un coach dans une période ou un directeur sportif dans une période où ça a bien fonctionné pour eux. Maintenant, je me demande est-ce que Mitchell n'a pas intérêt aussi de son côté à nourrir un petit peu ça comme des contre-feux pour lui aussi bosser de manière plus tranquille à côté sur d'autres dossiers, quoi. Voilà. Ah bah en tout cas on l'espère tous. Maintenant tout ce que je vois c'est qu'on est le 30 juillet, que nous notre premier match c'est le 23 ou le 24 août. Ouais, c'est le 23. Donc c'est dans 3 semaines et voilà. On sait pas encore. Oui. C'est ça qui est beau, c'est l'amateurisme, on sait même pas quel jour on va jouer encore. C'est pour ça que je dis 23, 24 ou le 25 sur quelle chaîne, sur Netflix peut-être, sur Facebook, nous verrons. Nous verrons. Le flou est partout, mais en tout cas voilà, c'est problématique parce que là cette année ça va être très particulier et le mercato va durer très longtemps mais on peut quand même fortement se douter qu'en l'état, si on commence la saison avec cette équipe-là, ça risque quand même d'être très compliqué. Et du coup, ça va avoir deux aspects. C'est que du coup, tu auras plus de mal à potentiellement avoir des mecs du coup au mois de septembre parce qu'ils n'auront pas forcément envie de venir dans une équipe qui, après 5 journées, aura 4 points. Et ça donnera peut-être envie aussi à certains joueurs qu'on aimerait beaucoup garder. Hein, il y en a un, en fait, réellement, de se barrer. Donc il faut que ça bouge dans les 2 semaines qui arrivent. À la limite, les mecs ils peuvent arriver une semaine avant le premier match, s'ils étaient déjà dans leur club, petite prépa, etc. Ça peut le faire. Mais par contre, il faut que ça arrive vite. Là, il faut au moins il nous faut vite un milieu de terrain et un défenseur central. Ouais. Le latéral gauche à la limite, tu te démerdes encore un peu, voilà. Mais milieu de terrain et défenseur central, c'est urgent. Puis je ne peux m'empêcher de rappeler que si on réalise sur ces 4-5 premières journées un début de saison moyen, rappelons que vu le calendrier tel qu'il est fait, en plus de la 8e à la 14e journée ou un truc comme ça, on va avoir que des clients, que des gros clubs, que des grosses équipes a priori contre nous. Alors, ce sera le moment de voir si on sera taillé pour lutter avec eux sur le haut du classement. Mais a priori, si on rate notre début de saison, ce qui peut venir derrière peut être assez terrible. Et effectivement, à la mi-novembre, on peut être dans une situation assez catastrophique. On va pas faire trop de plans sur la comète, mais mais c'est vrai que faut avoir conscience de ça. Et j'anticipe un peu, quoi. C'est un peu la vision négative de la chose, mais en même temps, elle est logique parce que il s'est passé ça les 2 dernières années et que pour l'instant, on ne s'est pas renforcé. On a pris plein de petits jeunes, ok, mais sinon, on n'a pris absolument personne. Donc, on ne peut que craindre un début de saison compliqué. Et après, c'est une question de dynamique. Si on réenclenche sur une saison galère, l'équipe, elle va de nouveau, même s'il y aura plus les Glick, les Jemerson qui, eux, ont vécu ça et qui, du coup, étaient peut-être aussi vecteurs d'une dynamique négative de groupe. Mais il y en a certains, ça fait aussi quand même un petit moment qu'ils sont là et ils ont connu un peu que la loose également. Et eux-mêmes, ça peut devenir compliqué pour eux. Il faut réussir le début de saison, mais c'est une priorité évidente, sans même parler du fait que le calendrier devient dur à partir de la 8e journée. Mais il faut que lors des 5 premières journées, il faut au moins avoir 4 victoires, quoi. Et en l'état... On a juste une petite dernière rumeur, enfin en tout cas une information un peu plus insistante là qui s'est notamment intensifiée ce jeudi. C'est celle de Mohamed Simakan, donc de Strasbourg. Là, ça a été d'abord dans un premier temps relayé annoncé en tout cas par l'équipe, toujours dans cette rubrique FC prise de renseignement. Mais là, c'est France Foot aujourd'hui qui a accentué un petit peu la chose en parlant d'une offre de 15 millions formulée à Strasbourg. Ce qui ferait donc 45 millions pour Strasbourg en 3 transferts. Ouais. C'est-à-dire que si tu penses que Keller, de son passage, nous a jamais autant niqué, en fait, il arrive à faire encore mieux. Il arrive à faire encore mieux. Après, apparemment, quand même, de ce que j'ai pu lire, vraiment, ça semble,
encore une fois, hein, être un joueur qui sort vraiment d'une très grosse saison, qui vraiment les supporters strasbourgeois seraient plus que déçus de le perdre. Donc encore une fois, c'est peut-être pas ça peut être un bon élément, mais encore une fois, c'est un joueur de 20 ans. Et moi j'en ai marre là, vous pouvez pas me mettre des mecs un peu avec un petit peu d'expérience derrière, parce que si on en prend un autre, oui bah alors ok, mais Marcelin, Pavlovic, Badiachil, même si bon je l'aime pas, mais c'est encore dans le même registre. Et puis potentiellement il peut jouer latéral droit aussi. Ouais, mais à quoi ça sert, latéral droit? On a Aguilar à qui on a tous envie de redonner une chance. On a Biancone qu'on a plus ou moins tous envie de voir. Aguilar et même un retour à Montpellier qui a été évoqué là sur les jours derniers, mine de rien. Mais ouais, j'en ai pas entendu parler ici, hein, mais bon. Ah, oui, c'est vrai que t'es local, pardon. Bah oui. Je suis local. Mais voilà, non, mais c'est vrai que ouais, c'est encore. Oui, effectivement, les avis sont assez élogieux, de même qu'il était aussi pour Aoulou, hein, rappelons-le. Mais oui, voilà, c'est. Ouais, mais voilà, donc bon, c'est encore une fois, c'est comme tu dis, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas une info qui fait bander. Mais non, parce que c'est pas ce qu'on a envie de voir, et on l'a trop vu en fait, ce type de profil, et on a trop vu que ça fonctionnait pas. Et tu prends des jeunes, ok, mais tu les incorpores dans une équipe qui tourne déjà avec des joueurs cadres. Et on n'en a plus. On n'a plus que Ben Yedder, qui a et de l'expérience et le niveau. Parce que sinon, avec l'expérience, on en avait encore d'autres. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient plus le niveau. Ça donne une idée quand même du chantier qui reste à poursuivre à l'AS Monaco. Chantier pas évident. Un mammouth aussi toujours à dégraisser. Nice Matin nous disait d'ailleurs aujourd'hui qu'on privilégiait d'abord de dégraisser avant de recruter, de lancer. Mais on va les grandes manœuvres. Oui, bah c'est ça. On va comme disait Boris tout à l'heure, on va rendez-vous fin octobre pour la semaine des panic buy. Et voilà. Et quand on va remplacer Ben Yedder par Slimani. Ouais, ça va être ça. Ça fera plaisir. Parce que Slimani avait besoin de Ben Yedder pour briller, mais pas l'inverse. Donc si tu fais que Ben Yedder, ça va. Mais si tu gardes que Slimani, ça va pas. Là. Dans ce sens-là, non. Ça marche moins bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce mercato. Donc, écoute, merci Rome pour ta participation à l'émission. Le prochain rendez-vous, du coup, ce sera certainement jeudi prochain. Peut-être une gazette du mercato. On vous avoue que il y aura plein d'officialisations. Ouais. Certainement. Ça reste toujours un petit peu flou, évidemment, puisque on est aussi largement tributaire de toutes ces infos, de toutes ces rumeurs. Donc voilà, on se réserve évidemment des changements possibles. Et sinon, on va faire une autre émission. En tout cas, pour cette deuxième gazette du mercato, c'est terminé. Merci Rome. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et bien sûr, Dag et Boulégou. Et bisous.